Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. La justice veut maintenant entendre les politiques dans l'affaire Clearstream. Michèle Alliot-Marie est convoquée comme simple témoin, s'estimant victime. Elle avait elle-même souhaité cette audition. Les banlieues à Paris, un an après les émeutes et alors que le climat est tendu, une vingtaine d'associations ont été reçues à Matignon. Elles s'interrogent notamment sur l'utilisation des fonds débloqués à l'époque. Des flippers et des baby-foot pour compenser les mesures anti-tabac. Le gouvernement a décidé de baisser la taxe sur les jeux dans les bars et les cafés. Les intéressés sont sceptiques. L'explosion en Corée du Nord était bien nucléaire, c'est ce qu'indiquent les services de renseignement américains. Ils ont analysé des particules recueillies dans l'atmosphère le 11 octobre. La polémique après l'adoption par Madonna d'un bébé au Malawi. Des associations africaines et britanniques dénoncent des passe-droits et préparent une action en justice. Enfin, des images d'été en plein automne, plage et baignade dans le sud. Il a fait 25 degrés sur la côte basque aujourd'hui et 22 à Marseille. L'affaire Clearstream revient donc sur le devant de l'actualité. Je vous le disais, c'est maintenant aux politiques d'être interrogés par les juges. L'information a été donnée par le site internet du journal Le Monde. Michèle Alliot-Marie sera bientôt entendue comme simple témoin. Elle-même s'était présentée comme une victime car son compagnon, le député Patrick Ollier, figure sur la fameuse liste falsifiée. Le Conseil des ministres pourrait donner son feu vert à cette audition après-demain. Dominique Verdaillan. Michèle Alliot-Marie pourrait être au centre des discussions d'un prochain Conseil des ministres. Les deux juges chargés du dossier Clearstream ont envoyé au ministère de la Justice une lettre afin d'entendre comme témoin Michèle Alliot-Marie. Le Conseil des ministres pourrait donner son feu vert dès mercredi. Une audition que l'actuelle ministre de la Défense souhaite obtenir rapidement. En mai dernier, sur notre plateau, elle se disait soucieuse de s'expliquer et d'en savoir plus. Vous êtes victime. Qui a monté cette affaire et a éventuellement manipulé? J'ai besoin de cela. J'attends de la justice qu'elle donne ça. Et pour ma part, et je l'ai fait depuis le début, j'aiderai au maximum la justice. Une audition qui portera sur la connaissance que Michèle Alliot-Marie avait de la manipulation. Le général Rondeau, qui entre 2003 et 2005 a enquêté sur les faux listings, a lors de son audition devant les juges en mai dernier, avancé qu'il avait toujours informé l'entourage de Michèle Alliot-Marie de l'avancée de ses découvertes. Dès le mois de mai 2004, j'ai senti que cette affaire de listing était un montage. Je l'ai dit à mon ministre, Madame Alliot-Marie. J'ignore si elle a pris son téléphone pour en informer alors Monsieur Sarkozy. Si elle ne l'a pas fait, je le regrette. Michèle Alliot-Marie conteste avoir eu connaissance des noms qui apparaissaient sur les faux listings. Ceci n'intéressait pas le ministère de la Défense. Je n'en ai pas été informé. Et bien entendu, nous n'avions pas à intervenir dans une affaire comme celle-là. Dominique de Villepin s'attend lui aussi à être auditionné comme témoin. Nicolas Sarkozy a déjà été entendu en qualité de plaignant. Les derniers chiffres de l'Observatoire national de la délinquance, vous les découvrez, ils indiquent que les violences contre les personnes ont augmenté de 6,2% sur les 12 derniers mois, malgré un ralentissement de la hausse en août et septembre. Dans le détail, on s'aperçoit aussi que les violences commises contre les dépositaires de l'autorité, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers et les enseignants, sont en augmentation de 9,8%. Les syndicats de police y verront sans doute une confirmation de leurs craintes 3 jours après l'agression d'Épinay-sur-Seine. À noter que la justice a ouvert aujourd'hui une information judiciaire pour tentative de meurtre aggravé avec préméditation. Sur place à Épinay, Zindine Boudaoud, Éric Delagneau. 12 000 habitants, Orgemont est le quartier le plus peuplé d'Épinay-sur-Seine, une ville dans la ville. Ici, 3 policiers de la BAC ont été piégés par plusieurs dizaines de jeunes encagoulés. À 2 pas de là, une vingtaine de magasins. Les commerçants décrivent un quartier relativement calme où ils se sentent plutôt en sécurité, en dépit du traquenard tendu aux policiers. Non, je pense que c'est une petite minorité qui a voulu, à mon avis, faire un peu comme les autres banlieues, quoi. Faire un petit peu la même chose. Nous, on essaye de positiver et de relever un petit peu l'image du quartier. Et puis bon, ça malheureusement, ça donne une mauvaise presse, quoi. Beaucoup d'habitants disent se sentir exclus du reste de la société. Un projet de rénovation urbaine concerne le quartier et la zone franche a favorisé l'implantation de plusieurs commerces. Mais le chômage et les discriminations nourrissent les ressentiments. On ne peut pas dire c'est la faute à celui-là ou c'est la faute à tel machin. La faute, c'est une accumulation. Depuis 50 ans, depuis 40 ans qu'on laisse les gens traîner, c'est normal que ça dégénère un petit peu. Dans ce contexte, les relations entre jeunes et policiers sont souvent conflictuelles. Moi, je ne les calcule pas.
Je les calcule pas, je vois passer, je les calcule pas. Après, il y a des policiers peut-être qui cherchent un peu, mais sinon... Ici, il faudrait des polices, comme on faisait d'antan, des îlotiers. Des gens qui connaissent les gens du quartier. Mais ça n'existe plus, ça. Il existe aussi des personnes beaucoup plus virulentes à l'encontre des policiers, mais ils se sont tenus à l'écart de notre caméra. Et on a appris aujourd'hui qu'une autre agression, encore une, s'était déroulée ce week-end à Massy dans l'Essonne. Au cours d'une tentative d'interpellation, les agents ont été insultés, agressés à coups de pied et de poing. Une adjointe de sécurité a été frappée à la tête avec une pierre. Nicolas Sarkozy était resté silencieux ce week-end. En visite à Limoges aujourd'hui, il a exprimé sa solidarité avec les policiers. On l'écoute. La réaction elle est très simple, c'est que la police, comme la gendarmerie d'ailleurs, fait un travail extrêmement difficile qui demande à être respecté et à être soutenu. Ils savent pouvoir compter sur mon soutien et ma solidarité la plus totale quant aux auteurs de ces exactions. Ils doivent savoir qu'ils seront pourchassés, qu'ils seront arrêtés, qu'ils seront déférés à la justice et qu'ils auront à rendre des comptes de leurs méfaits. Dominique de Villepin, lui, souhaite renforcer les poursuites et les peines en cas d'agression des forces de l'ordre. Le Premier ministre qui recevait aujourd'hui une vingtaine d'associations et de responsables des banlieues, presque un an après les émeutes. Cette rencontre était prévue de longue date, mais elle a pris bien sûr un relief particulier. Et puis, il a aussi été beaucoup question d'argent. Benoît Bringer, Johan Malka, Philippe Jasselin. Elle s'appelle Pas de quartier tous citoyens, débarquement jeune ou citoyenneté et démocratie. Pour la troisième fois en un an, ces associations ont été reçues à Matignon. Devant Dominique de Villepin, elles se sont dit inquiètes face à la montée des tensions. Inquiètes également de la manière dont l'argent débloqué au lendemain des émeutes a été distribué. C'est le cas d'Hassen Ben Mbarek, porte-parole du collectif Banlieue Respect. Beaucoup de structures de terrain n'ont pas perçu, je dirais, un peu de cet argent parce qu'ils n'ont pas l'expertise pour pouvoir monter les dossiers, pour attirer les subventions. Donc ceux qui en ont profité sont à la fois les élus locaux, mais aussi les grands réseaux nationaux. Hassan Ben Mbarek nous amène dans la cité du Luth, à Gennevilliers. Selon les jeunes du quartier, ici, rien n'a changé depuis un an. Nous l'année dernière, quand ça a tout cassé, le maire il est venu, il nous a rendu une visite pour la première fois. Il a fait une réunion, il nous a dit ouais, ça va changer, il y aura des emplois pour vous, il y aura des clubs. On n'a rien du tout. On n'a même pas une salle pour, je sais pas moi, pour se réunir entre nous. Pourtant, au lendemain des émeutes, 700 millions d'euros ont été débloqués. 100 millions sont allés aux associations, 600 millions aux collectivités locales. Hassan Ben Mbarek a demandé ce matin au Premier ministre un débat parlementaire sur l'affectation de ces fonds. Pour lui, de nombreuses associations de terrain ont été oubliées. C'est également le constat de Zouer Eschetouani. Son association de quartier n'a touché aucune subvention. Partout où vous allez, vous voyez aujourd'hui que la tension est palpable. Il y a vraiment des choses qui n'ont pas été faites et il y a eu un délaissement total de la population dans certains secteurs. Et ça, c'est pas un film, c'est la réalité. Selon notre enquête, ce sont les associations les plus médiatisées qui ont eu la plus grosse part du gâteau. Omar Dawson réalise des clips éducatifs à Grigny. Nous lui avions consacré un reportage en décembre dernier. Depuis, il a reçu 18 000 euros de l'État, 4 000 du département et des fonds de la municipalité. Avec cet argent, il se lance dans la télé sur Internet. Un des objectifs de notre télé Internet, qu'on essaye de développer autour du thème de la culture urbaine, c'est de changer l'image qu'on a, en tout cas de certains quartiers, c'est de redonner la parole aux gens de ces quartiers. Image, lien social, plus que jamais les associations de quartier se sentent indispensables et aspirent chaque jour à un peu plus de reconnaissance. Économie, c'est une compensation après l'annonce des mesures anti-tabac. Pour soulager les bars et les cafés, le gouvernement a décidé de réduire les taxes sur les baby-foot, flippers, billards et autres fléchettes. C'est ce qu'annonce le ministre du Budget, Jean-François Copé, qui souhaite ainsi relancer l'activité des établissements. Explication Yvan Martinet, Frédéric Delarue. Voici le plus gros patch anti-tabac au monde. Pour calmer la colère des cafetiers prochainement privés de fumée, le ministre du Budget annonce une fiscalité allégée sur les jeux de café. La première partie est gratuite. Et vous allez voir revenir dans les bars tabac, eh bien, tous ces appareils qui sont des jeux de convivialité, qui sont sympas et qui permettront sans doute aussi de créer de l'emploi. Retour dans les années 70, l'âge d'or du flipper ou du baby-foot. À l'époque, l'un comme l'autre rapporte beaucoup d'argent.
Des pièces de 2 francs, les monnayeurs en sont pleins à craquer. Même Georges Pompidou, alors président de la République, se laisse aller à une petite partie de temps en temps. Mais 30 ans plus tard, rien ne va plus. Le flipper était à cet endroit, à cet emplacement, et puis voilà, on l'a enlevé parce que bon, d'une part, vous avez les jeux vidéo qui sont arrivés à la maison, les consoles domestiques. Comme dans ce bar entre 1999 et 2004, la moitié des appareils ont disparu de la circulation. 250 000 il y a 6 ans, ils ne sont plus que 125 000 aujourd'hui. Car en plus du désamour, il y a aussi les taxes, jusqu'à 368 € par machine et par an. Dès 2007, cet impôt sera donc réduit à 5 €. Un gadget selon les débitants de tabac. Les flippers, ça ne marche plus depuis des années. Baby-foot, ça ne marche presque plus. Les jeux, il y a d'autres jeux que les consoles de jeux. Tout le monde a des consoles de jeux chez soi. Moi, je vois pas que ça puisse amener grand-chose chez le buraliste. Le gouvernement, quant à lui, espère ainsi créer 600 emplois, des postes liés à l'entretien des machines. À l'étranger, après plusieurs jours d'incertitude, les États-Unis annoncent que l'explosion en Corée du Nord était bien nucléaire. Les services de renseignement indiquent avoir recueilli des particules dans l'atmosphère le 11 octobre dernier et que des traces de radioactivité élevée ont été découvertes. Dans le même temps, vous le voyez, la Corée du Sud organisait un vaste exercice civil, précisément en cas d'attaque nucléaire du voisin. Les habitants ont été invités à se mettre à l'abri. L'une de nos équipes avait pu entrer en Corée du Nord il y a un mois tout juste, quelques jours seulement avant cet essai. Elle avait découvert un pays figé dans la terreur et le culte de la personnalité. Voici ce reportage signé Christian Autin et Philippe Denoyel. À Pyongyang, la mobilisation est permanente. Les défilés quotidiens. Ici, exercice obligatoire pour des étudiants. Malgré l'apparente tranquillité, la Corée du Nord est persuadée de vivre sous la menace des États-Unis. Visite au musée de la guerre et justification du programme nucléaire. Ces forces nucléaires ne sont pas pour menacer l'autrui, c'est pour nous protéger, voilà. Et protéger aussi la paix de l'Asie et en fait la paix du monde. Ici, nous sommes dans le meilleur des mondes. Le Père éternel Kim Il-sung veille sur ces sujets 12 ans après sa mort. Même ceux qui ne l'ont pas connu le vénèrent. Il est notre unique Père. C'est grâce à lui qu'on est heureux et qu'on vit avec de la bonheur, qu'on vit en plein bonheur. Bonheur obligatoire au paradis socialiste, le dernier régime stalinien de la planète. Cette tour de 120 mètres de haut symbolise l'esprit du défunt Kim Il-sung, chantre de l'autosuffisance. Construite en un temps record pour fêter ses 60 ans. En Corée, on dit toujours que si le parti a la volonté, on peut tout faire. Mais voici l'envers du décor, la pénurie. Faute d'électricité, la capitale est plongée dans le noir dès la nuit tombée. Le régime prétend se suffire à lui-même. Démonstration dans une ferme modèle à quelques kilomètres de Pyongyang. Sur cette parcelle, une dizaine de femmes désherbent à la main un champ de navets. On nous assure qu'il y a 35 tracteurs, mais nous ne verrons que des bœufs. Explication embarrassée. On a bien des tracteurs, mais toutes nos machines ont été envoyées sur d'autres exploitations qui en avaient besoin. Alors en attendant, on doit désherber à la main. Seule certitude, le pays dépend de l'aide internationale pour se nourrir. Avec les nouvelles sanctions, la situation risque de s'aggraver. Le principal pays donateur, la Corée du Sud, vient d'annoncer la réduction de son aide. En bref, la chute annoncée du président israélien Moshe Katsav, accusé d'avoir violé 2 de ses collaboratrices alors qu'il était ministre. Il risque jusqu'à 16 ans de prison. La police a estimé qu'il devait être inculpé et Moshe Katsav a renoncé aujourd'hui à ouvrir la session parlementaire d'hiver comme c'est l'usage. Il estime qu'il est victime d'un complot. Il faut rappeler qu'en Israël, le vrai pouvoir est aux mains du Premier ministre, du chef du gouvernement. Un journaliste français est détenu depuis jeudi au Yémen. Daniel Grand-Clément, réalisateur-producteur qui travaille régulièrement
pour France 3, est accusé d'entrée illégale sur le territoire du pays. En fait, il était arrivé à bord d'un navire transportant des réfugiés somaliens, pour un reportage. La polémique après l'adoption par Madonna d'un bébé au Malawi. La chanteuse a passé une semaine sur place. Ses gardes du corps ont ensuite pu ramener l'enfant de 13 mois. Des associations locales, mais aussi britanniques, dénoncent un passe-droit. À Londres, Marisburgo, Dominique Marotel. Une star richissime dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Au Malawi, la semaine dernière, Madonna a un peu dansé et beaucoup promis. 5 millions de dollars pour financer, entre autres, la construction d'un orphelinat. Est-ce pour cette raison qu'elle s'est sentie autorisée à tenter de ramener chez elle à Londres 7 enfants? C'est cette question que se pose aujourd'hui toute la presse britannique. Car la procédure d'adoption de ce bébé de 13 mois n'a pas été faite dans les règles. Madonna aurait obtenu un régime de faveur parce qu'elle investit dans ce pays. Normalement, pour adopter un enfant du Malawi, il faut y résider au moins 18 mois. Madonna n'y aura passé que 8 jours. Les autorités lui ont pourtant donné un agrément. Un passe-droit dénoncé par toutes les associations britanniques. D'accord, c'est Madonna. Elle a beaucoup d'argent. Mais la prochaine fois, ce sera peut-être un trafiquant d'enfants à qui on donnera un tel passe-droit. Malgré ses protestations, Madonna, que rien n'arrête, a obtenu ce qu'elle voulait. L'enfant a pris cet après-midi l'avion pour l'Afrique du Sud. Il devrait arriver à Londres dès demain. Madonna vit dans cette maison dans le centre de Londres, mais elle n'a pas jugé utile de demander un agrément aux autorités britanniques, des autorités qui pour l'instant refusent de commenter cette affaire strictement privée. Surprise en Équateur, les sondages annonçaient la victoire du milliardaire pro-américain Alvaro Noboa. Il arrive bien en tête, mais avec 26% des voix seulement. Un second tour l'opposera au candidat de la gauche, Rafael Correa, 22% des voix, soutenu par le Vénézuélien Hugo Chavez. Ce sera le 26 novembre. En France, c'est demain qu'aura lieu le premier débat entre les 3 candidats à l'investiture du Parti socialiste. Il portera sur les questions économiques et sociales. Dès aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, Dominique Strauss-Kahn a fait le point sur ses propositions. Il annonce notamment un pacte avec les syndicats, en cas d'élection bien sûr, un pacte sur les carrières et les rémunérations, et puis aussi l'obligation pour les entreprises qui font des bénéfices et qui délocalisent de continuer à payer la taxe professionnelle pendant 3 ans. À propos de pouvoir d'achat, vous l'avez peut-être remarqué, le prix du poisson flambe, plus de 7% en moyenne en un an, avec des pointes à 16% pour la lotte par exemple. Motif, la demande augmente et l'offre se raréfie en raison des quotas. Le poisson est-il en train de devenir un produit de luxe? De la pêche à l'étal, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Marion Pilas, David Fossard. 25,90. Il est bien placé là. Et le colin? Et le colin à 39,90. Presque 40 € le kilo de poisson, mais toujours avec le sourire. Aller chez le poissonnier, c'est devenu un luxe pour beaucoup de consommateurs. Les clients achètent, mais ils regardent à 2 fois avant de se décider. C'est tout à fait dissuasif. Donc de temps en temps, oui, c'est plutôt pour le plaisir, effectivement. Plus 5% entre juin 2005 et l'été 2006 pour la sole. Le saumon lui aussi a pris du galon, davantage de demandes à l'international et un prix qui grimpe de 14% sur l'année. Mention spéciale enfin pour la lotte. Son prix augmente en moyenne de 23% entre 2005 et 2006. C'est en fin de journée, au retour des chalutiers, qu'il faut aller chercher les explications de cette hausse. Ça a été comment la pêche aujourd'hui? Moyen, on va dire. Moyen, c'est peu de le dire. En 15 jours de pêche, ce chalutier n'a rapporté que 6 tonnes de poissons contre 10 en temps normal, dont quelques centaines de kilos de lotte. En mer, le poisson est de moins en moins abondant, raréfaction naturelle des espèces et quotas européens obligent. Résultat, jusqu'à 40% de poissons en moins à la criée. Droit numéro 2. Moins d'offres, toujours autant de demandes et donc des prix qui augmentent. Plus 2 € depuis l'an dernier. La lotte est aujourd'hui vendue à 13 € le kilo à la criée. Et cela n'arrange pas les affaires des marailleurs, les premiers acheteurs des pêcheurs. À 13, après, quelquefois on a du mal à vendre 15 €, on a du mal à la vendre. Hein.
Donc vous voyez, on prend juste 2 € sur la lotte et ce matin, ça passait pas. Car au prix du poisson, il faut ajouter celui de la main-d'œuvre, des emballages et du transport. Le marailleur n'a d'autre choix que de répercuter la hausse sur ses propres prix. Quelques heures plus tard, quand elle arrive à Rungis, sa lotte est déjà à 16 € le kilo. Combien ta lotte là, Pierrot, ce matin? Hein? 18. T'es à fond là dans les vins, hein? Tu dois rêver? En principe 18,50, je dis directement 18. Hein. Vu le marché qui n'est pas tellement porteur, c'est pas la peine de remonter les cours. Hein. C'est ici que se joue tous les matins la valse des étiquettes. Poissonnier contre grossiste, âpre négociation. Encore 50 centimes d'euros, non? Non, le combat, je peux pas. Non, impossible. C'est des partenaires, quoi. Hein. Je travaille avec eux toute l'année. Je sais qu'à chaque fois, par ma fidélité, il essaye toujours de bien me placer au niveau des prix. De toute façon, c'est pas son intérêt de me vendre trop cher. Parce que je bouge, je regarde et finalement, je sais ce qui se passe, quoi. Avantage aux poissonniers car les grossistes n'ont pas vraiment le choix. Vu la flambée des prix, difficile de faire encore monter les enchères. Il faut mieux vendre avec une marge plus petite que pas vendre du tout. Adjugé, vendu donc, le poissonnier repartira chez lui avec une lotte à 18 € qu'il vous revendra après transformation à presque 25 € le kilo. La nuit dernière, à l'arrivée du bateau au Guilvinec, elle coûtait encore 13 €. Justice, l'ouverture à Pontoise du procès d'Habib Mezaoui. Il est accusé du braquage sanglant d'une caisse d'épargne. Il y a 5 ans, il avait tué le directeur, un conseiller financier et un autre homme au moment de sa fuite. La particularité de ce procès, c'est que les jurés vont devoir se prononcer sur sa santé mentale. En tout cas, lors de cette première journée, il est resté totalement silencieux. Yasmina Farber, Sylvain Doba. La course est perdue d'un braqueur déguisé en femme, une perruque sur la tête. Pour protéger sa fuite, 2 otages menacés par des armes. La police les prend en chasse. L'homme n'hésite pas à tirer. C'est bon. Planquez-vous pour l'instant. Faites demi-tour, merde alors. Le malfaiteur vient de passer 5 heures dans une banque. Bilan, 2 morts. Un employé et le directeur abattu de 5 balles dans la nuque. Lors de sa cavale, un 3e homme sera tué. 6 personnes blessées. 5 ans après ces faits simples, implacables, la cour d'assises juge Habib Mezaoui, 32 ans. Un petit homme mutique, hagard, que certains experts psychiatres décrivent comme délirant au moment des faits et irresponsable. Mais pour les parties civiles, l'accusé est loin d'être fou. Là, on va tuer, après on va essayer de sortir, on va se dissimuler, on se déguise en femme, on prend des armes, on prend en otage d'autres personnes, donc on organise sa fuite. L'organisation de la fuite est incompatible avec une irresponsabilité pénale. Avant le braquage de la banque, dont il avait été licencié pour escroquerie, Habib Mezaoui a pris des cours de tir et obtenu un permis de port d'armes. Mais pour la défense, cette préméditation est le signe de la paranoïa dont souffre l'accusé. Moi, j'ai pas l'impression de me retrouver face à un simulateur quand je parle avec mon client. J'ai vraiment affaire à quelqu'un qui a de lourds problèmes psychiatriques. Les psychiatres sont divisés sur l'état de santé mentale de l'accusé. Habib Mezaoui doit-il être incarcéré ou interné en hôpital psychiatrique? Les prochaines auditions des experts seront cruciales pour la décision des jurés. En bref, encore un mort sur la route du bord de mer à l'île de la Réunion. Un bloc de pierre de 50 kg s'est détaché sur cette voie très fréquentée. Il a défoncé le toit de cette voiture et tué le garçon de 3 ans qui voyageait sur le siège arrière. Il s'agit du 4e décès depuis le début de l'année sur cette portion de route toute proche de Saint-Denis. Des travaux doivent démarrer l'an prochain pour couvrir la falaise de grillage et de filets. Éducation, 100 000 étudiants au service de 100 000 élèves des quartiers sensibles. C'est un programme de soutien scolaire lancé aujourd'hui par le ministre de l'Éducation Gilles de Robien à Marseille. Enfants du primaire, collégiens et lycéens des zones d'éducation prioritaire vont bénéficier d'un suivi personnalisé. À Valenciennes, où le dispositif est déjà en place, Florence Griffon, Marine Vincent. Entre la balançoire ou lire une histoire, pour Olivia avant le choix était vite fait. Chez elle, il y a de toute façon très peu de livres et pas de place. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Violette. Bonjour. Une étudiante en commerce qui vient lire avec elle 1h30 par semaine. Bonjour ma puce. Au-dessus de toi, ourson. Là, il doit faire attention à la cage. C'est l'instituteur d'Olivia qui a détecté ses difficultés. Elle est en CP dans une école située en zone d'éducation prioritaire et ne s'exprime que très peu. T'as déjà vu ce mot?
j'essaye de rendre la lecture plus intéressante, de lui donner le goût d'envie de lire, on va dire. Le but, c'est pas de reproduire le schéma de l'école, j'essaye de jouer autour du livre pour qu'elle s'intéresse vraiment. Alors, comment ça va? L'intervention de Violette s'inscrit dans le dispositif 100 000 étudiants pour 100 000 élèves issus de l'éducation prioritaire. Une aide gratuite, mais précieuse pour les parents. Même à mes deux plus vieux, j'essaie de leur faire comprendre qu'il faut assez lire tous les jours, mais... C'est pas facile? C'est pas facile. Donc elle sera peut-être un peu plus intéressée avec Violette. Et vous, vous lui faites aussi la lecture à Olivia ou Bon, au bout de 2 pages, elle en a marre. À Valenciennes, ils sont 85 enfants, comme Olivia, à avoir vraiment besoin d'une aide à la lecture. Pour le moment, il n'y a que 30 étudiants volontaires, avis aux bonnes volontés. Une semaine d'action et pour les retraités et les personnes âgées. Elle a lieu chaque année au mois d'octobre et elle a démarré aujourd'hui. Il faut bien le dire, la société est prise de court face au vieillissement de la population, même si les anciens d'aujourd'hui sont beaucoup plus en forme qu'autrefois. Exemple, les centenaires. Leur nombre est passé de 200 en 1950 à 20 000 aujourd'hui. Reportage Laetitia Legendre, Abdelzoui Wesh. Quel âge que j'ai? Oh, je suis vieille, vous savez. J'ai pas 20 ans, il y a longtemps. Vous êtes né en quelle année? En 1904 peut-être, je sais pas. Vous savez, tout le temps passe. J'en reviens pas d'être arrivé à cet âge-là. Je prends les choses comme on me les donne. Je n'en désire pas d'autres. C'est très bien comme ça. Quand nous chanterons le temps des cerises. 505 années vous contemplent. Dans cette maison de retraite parisienne, devenir centenaire n'est plus une exception. En 1900, l'espérance de vie était de 45 ans. Elle a pratiquement doublé en un siècle. Leur petit secret de longévité, ces aînés les partagent volontiers. Je marche. Faut bien faire quelque chose, alors je marche. Ça ne m'a pas fait grandir. Ce qui m'intéresse, ce sont les autres. À chaque repas, je bois un petit verre de vin, du rouge, toujours. Flirter avec le siècle, chez les Beyles, c'est une histoire de famille. La mère et l'oncle de ce centenaire sont morts tous les deux à 98 ans. C'est rien du tout, 100 ans. C'est rien du tout, c'est même pas un peu la peine d'en parler. Et en 100 ans, il s'est passé des choses tellement différentes, avec un progrès qui a marché à grande allure. Et on n'arrête pas le progrès. 200 centenaires en 1950, 16 000 aujourd'hui, plus de 150 000 en 2050 selon les prévisions. Du coup, on commence à mieux cerner le profil des centenaires. Le centenaire, c'est quelqu'un d'optimiste. Il se projette toujours dans le futur. Le centenaire, c'est quelqu'un de curieux, qui s'intéresse au monde qui l'entoure, qui s'intéresse aux gens avec lesquels il interagit. À la télé, j'aime bien regarder les séances à la chambre. Plus ils s'engueulent, plus je suis content. Et ça arrive souvent. Aujourd'hui, dans les mairies, on célèbre les centenaires comme on fête les mariages. Un bisou. Vous avez droit à la bise du maire. Un petit discours, des chocolats, un bouquet de fleurs. Marie-Cécile Queteau nous avoue discrètement qu'elle aime les harengs et la Formule 1, même à 4 h du matin. Georges, lui, demeure très philosophe. Merci, monsieur le maire. Voilà, monsieur. C'est arrivé par hasard, comme ça. Moi, c'est ce que je dis, je n'ai aucun mérite à avoir 100 ans, n'importe qui peut y arriver, il s'agit d'être patient, c'est tout. Hein. Et puis, n'importe quel imbécile peut y arriver. Hein. Pour bien vieillir, un peu d'humour ne peut pas nuire. Après l'ère des centenaires, arrive celle des super centenaires de plus de 107 ans, même si on reste encore très loin du record de Jeanne Calment. Le tourisme spatial se démocratise, enfin façon de parler. Il en coûtait 20 millions de dollars pour monter dans Soyouz. Aujourd'hui, plusieurs compagnies privées américaines s'apprêtent à proposer un aller-retour à 140 km d'altitude, vue imprenable sur la Terre. Il en coûtera tout de même 100 000 €, mais tout est prêt. Patrice Pelé. Pour faire voyager des touristes dans l'espace, Steve Bennett, un entrepreneur anglais, a mis au point ceci. Une fusée baptisée Nova, un engin impressionnant qui peut emmener jusqu'à 2 touristes à 100 km.
accrochez vos ceintures. On lance la fusée et là, le touriste ressent une pression de 6 fois le poids de son corps. Après, ça va mieux, la pression redescend et le vol redevient normal. Là-haut, le touriste peut voir la courbure de la Terre, la profondeur de l'espace et se retrouve à flotter dans la cabine. Ça dure 25 minutes en tout. Et pendant ce temps-là, vous êtes devenu un astronaute. Le retour s'effectue comme pour le Soyouz, ça va très vite. Le touriste doit faire preuve de beaucoup de courage, prix du voyage orbital aux environs de 100 000 €. Un autre engin à la pointe de la technologie, le Spaceship One. Il a déjà été testé en vol. 4 places à bord, et là encore le plaisir d'observer la Terre et de flotter dans l'espace. C'est la première demande des touristes. Ce que veut le client, c'est être en apesanteur. Pour ça, on a construit la plus grande cabine possible pour lui donner le plus de plaisir possible. Le désert du Nouveau-Mexique, c'est dans ce sable que la première base spatiale privée est en construction. 200 millions d'euros vont être investis. C'est ici que les touristes achèteront dans quelques temps leur ticket pour l'espace. Retour en France, faut-il y voir un nouveau signe du réchauffement ou bien s'agit-il encore de l'été indien, cher à Jodassin? En tout cas, il fait exceptionnellement chaud, il faisait exceptionnellement chaud aujourd'hui, 25 degrés sur la côte basque, 22 à Marseille, plage et baignade au programme sur place. Yannick Aroussi, Benoît Jourdan. Un lundi au soleil que ce couple de Shanghai n'oubliera pas de sitôt. 22 degrés à l'ombre, la plage rien que pour eux ou presque. La météo, c'est la bonne surprise de leur séjour en France. On est en octobre. En Chine, les gens se baignent en juillet ou en août, mais pas en octobre. Bien sûr, il fait souvent très beau en cette saison à Marseille. Alors, il y a les blasés. Moi, je suis de Marseille, je me suis baigné déjà toute la semaine dernière. Aujourd'hui, relâche. Il y a aussi ceux qui veulent en profiter jusqu'au bout. C'est bien, hein, c'est bien. Moi, je dis bravo à toute l'organisation, à tous ceux qui ont organisé ça, bravo. On est à 21, donc c'est une eau qui est très agréable, meilleure qu'au mois d'août. Petit cocktail en terrasse, une façon de prolonger l'été. On est tranquille, détendu. Voilà. Ça vous plaît ce temps-là? Ah ouais, si c'était toute l'année comme ça, ce serait mieux. Et pourtant, plus que quelques jours pour jouer pieds nus dans le sable, le ciel provençal devrait se voiler mercredi et la météo prévoit des orages pour jeudi. Sport, football, des regrets pour Marseille, tenu en échec à Lens, un partout hier soir. L'OM menait pourtant à 0 suite à ce pénalty de Niang, mais n'a pas su conserver son avance face à des Lensois pourtant réduits à 10 et qui ont finalement égalisé sur ce pénalty pour une faute qui n'était pas évidente. Du coup, Marseille accuse 5 points de retard sur le leader Lyon. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est Chelsea privé de ses 2 gardiens de but en l'espace d'une seule rencontre. Violent coup de genou dès la première minute pour le premier. Il a été évacué sans connaissance et opéré d'une fracture du crâne dans la foulée. Et puis à la fin du match, c'est son remplaçant qui à son tour quitte le terrain, assommé par un coup de coude sur ce choc aérien. Et c'est un défenseur, John Terry, qui a gardé la cage jusqu'à la fin des arrêts de jeu. Malgré ses déboires, Chelsea a tout de même remporté la rencontre face à Reading 1-0. Mais la rencontre de Ligue des Champions mardi ne s'annonce pas évidente du côté des buts. Musique d'hier pour chorégraphie contemporaine, c'est le principe des Paladins qui débutent ce soir à Paris. Des danseurs hip-hop, de la capoeira sur de la musique baroque, 3 heures de spectacle à un rythme effréné. Claude Crespo, Arnaud Wust. En guise d'échauffement, des rythmes africains. Pour Merlin, un des 25 danseurs de la troupe. Et sur scène, même virtuosité des Lombaires, avec la musique de Jean-Philippe Rameau. Si vous voulez, pour nous, je crois qu'il y a une pulsation africaine dans la musique de Rameau. Et il en faut des miracles, car la scène du Châtelet contient à peine les membres de la troupe. Plus de 50 danseurs et chanteurs, doublés parfois grâce à la magie des images virtuelles. Vidéo et musique baroque, un métissage savoureux. Le chef d'orchestre, William Christie, jubile. Il a réhabilité la musique de Jean-Philippe Rameau.
on ne fait pas violence à M. Rameau, ni musicalement, ni scéniquement. Je crois que nous avons bien compris le jeu, le geste, l'humour. Côté danse, on passe allègrement du hip-hop à la breakdance ou à la danse contemporaine. Dans le baroque, il y a l'idée de l'hétérogénéité, mais de le jouer vraiment dans des langages d'aujourd'hui, du XXIe siècle. Les paladins étaient des chevaliers errants. Ceux d'aujourd'hui reprennent la tradition. Après l'escale parisienne, ils iront présenter leur spectacle au Japon. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko. 20h50, vous avez rendez-vous avec Jeanne Poisson, marquise de Pompadour. Premier épisode, Hélène de Fougerolles et Vincent Pérez. Et notez à 22h30, mots croisés, quand une mère tue ses enfants. Débat autour d'Yves Calvi. À demain. Ce soir.